Bonjour à tous, ça y est, quatrième épisode de Growth Stories. Ici, je suis dans les bureaux de Cheers avec Antoine Lecomte, CEO. Salut Antoine. Salut Timothée. Merci de nous accueillir. Pour commencer, est-ce que je peux te demander juste de te présenter brièvement et de présenter aussi ta boîte et les milestones par lesquels vous êtes passé et où vous en êtes aujourd'hui? Bien sûr, donc moi je suis Antoine, j'ai 33 ans, je suis le CEO de Cheers, on est deux associés fondateurs, on est aussi deux CEO, c'est une particularité qu'on a chez Cheers. Pour revenir sur les milestones de la boîte, donc Cheers existe depuis 7 ans maintenant, ça a été lancé en 2012. Et tu peux nous dire un peu quelle est ta proposition de valeur et Ouais, bien ta sûr. proposition? Donc Cheers est un imprimeur de photos, c'est une application pour imprimer ses photos. Il y a eu trois grandes vagues dans le marché de la prise de vue. Il y a eu les appareils photo argentiques, il y a eu les appareils photo numériques et aujourd'hui il y a les appareils photo mobiles. Il y a eu à peu près des mêmes évolutions au niveau des players de l'impression de photos. On avait Kodak et Fuji pour l'argentique, Photobox, PhotoWeb pour les appareils photo numériques et aujourd'hui Cheers est l'imprimeur des photos qu'on prend avec son mobile. Donc c'est ça notre proposition de valeur, c'est depuis son mobile extrêmement simplement imprimer ses photos. Super. Voilà. Donc je reviens sur les milestones de Cheers. Existe depuis 7 ans, depuis 2012. Première année assez compliquée. 2012, on fait un petit seed à l'époque avec A Plus Finance et Paris Business Angel. Et ensuite 2013, ça a été le début de l'accélération vraiment pour nous. On fait 600 000 euros sur notre premier exercice en 2013. 2014, on fait 3,6 millions. Donc on fait 6 fois notre chiffre d'affaires sur le deuxième exercice. Là on démarre un processus de levée de fonds qu'on clôt en 2015 avec Serena, que je crois que tu connais bien. On close une série A de 6 millions d'euros. Là on a une petite crise de croissance parce qu'on avait prévu de passer de 3,6 à 10 et en fait on passe de 3,6 à 7, de 7 à 9 et là après on est reparti, on fait 9, 15, 27 l'année dernière et on va terminer cette année à 45 millions d'euros environ. D'accord. Ouais. Et vous avez fait un exit Et on a fait un exit partiel, c'est ça. Donc en fait en 2017, fin 2017, on avait prévu de reprendre un tour de financement pour réaccélérer. C'est très important pour nous de continuer la croissance. Cheers, c'est une boîte qui a le potentiel pour aller chercher 200 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on avait besoin de cash parce que c'est un marché B2C. Donc ça nécessite beaucoup d'investissements médias. Et donc on avait besoin de pouvoir investir sur les 2-3 prochaines années pour prendre ce marché. Et dans notre recherche de fonds, il y a un groupe allemand leader du marché qui nous a approché aussi, qui n'a pas développé d'application mobile, donc qui était intéressé par ce qu'on faisait. On a des marchés très complémentaires avec les historiques plus desktop. Et donc, ils ont décidé de rentrer au capital de Cheers. Donc, ils ont pris 80% du capital il y a un an environ. Voilà. Donc, toute nouvelle histoire qui commence. Nouvelle histoire qui commence. On était très dubitatifs et en fait, on est ravis de travailler avec un industriel aujourd'hui. On a des discussions très différentes de celles qu'on pouvait avoir avec les fonds. Super. Ce que je te propose, c'est qu'on se replonge un petit peu en 2012, quand vous étiez deux, de bien comprendre comment vous avez fait cette recherche, comment t'en es venu avec l'idée et comment tu as été convaincu que finalement il y avait un fit sur le marché. On n'a pas été convaincu tout de suite. On a cherché un peu le fit sur le marché. On a fait beaucoup d'erreurs au début. La première année, je te disais, était horrible. Mais en fait, ça a été une année hyper importante dans le développement de Cheers plus tard. L'idée, elle est toute simple. On a démarré en se disant qu'on voulait imprimer des photos Facebook. C'est vraiment le point de départ, le point d'entrée d'Aurélien et moi sur ce marché. On n'a pas trouvé de solution pour le faire, donc on s'est dit, ok, très bien, on va créer une plateforme d'impression de photos Facebook. En regardant un peu ce qui se passait sur le marché des sites d'impression de photos, bon, personne ne le faisait. Surtout, on s'est rendu compte que les sites d'impression de photos, ils étaient hyper compliqués à utiliser. Il fallait télécharger des logiciels, c'était des interfaces en Flash. Il y en a encore qui les ont. Hein. C'est ça qui est choquant. Et en fait, ces boîtes-là n'avaient pas du tout investi dans la tech. Ils étaient un peu à la ramasse sur plein de sujets. Et là, on se dit, ok. Donc en fait, c'est un marché qui existe, mais les interfaces sont vraiment pourries. C'est très compliqué. On va essayer de faire quelque chose de très simple pour imprimer ces photos Facebook. On se dit à l'époque que Facebook va être la plus grande bibliothèque de photos au monde dans les années qui viennent. Assez vite, on switch. On se dit, en fait, la plus grande bibliothèque de photos au monde, ça va être les smartphones. Et donc, on décide de développer notre application mobile, toujours avec un motto qui est, il faut que ce soit extrêmement simple d'imprimer ces photos et on va mettre de la techno, de la tech dans les gros
difficultés de ce marché qui sont choisir mes photos, faire mon album. Voilà, avec des interfaces bien pensées, on peut faire des choses bien. Et ton site, tu l'as eu sur ton pitch de l'idée de l'intégration Facebook ou sur l'application mobile pour les smartphones? Le pitch de Syrien? Le pitch du site. Ah, le pitch du site, c'était plutôt sur Facebook. Ouais. Et on regardait le mobile en se disant, en fait, si on remet le mobile à l'époque de 2012, il y avait encore beaucoup de BlackBerry, la photo était pas d'extrêmement bonne qualité, il y avait un petit pari quand même. Ouais. Et après, c'est le pari qu'on a fait à l'époque, c'est de se dire, l'application sort en début 2013, c'est de se dire, ok, on va investir le mobile. Le mobile va devenir le prochain device d'impression de photo. Et on a eu de la chance parce que tous les fabricants ont commencé à se faire la guerre sur la qualité des appareils photo. Et là, pour nous, c'était gagné. Ouais. Et comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, là, on est sur quelque chose? 2013. 2013, donc là, quand Ouais. tu as fait les premiers 600... Ouais, c'était 400 et quelques, 2012-2013 à peu près. En fait, 2012, la première erreur qu'on a faite, c'est que les photos qu'on partage sur Facebook sont pas les photos qu'on a envie d'imprimer. Ok. Voilà, c'est un truc qu'on a réalisé parce que c'est des photos pour se mettre en scène, pour discuter avec sa communauté. On peut se faire des petits produits gadgets sympas, Ouais. mais les produits photos dans lesquels on va vouloir transmettre des souvenirs à ses enfants ou offrir des photos à ses parents ou à ses proches, c'est pas des photos qu'on va retrouver sur Facebook nécessairement. Donc quand on a un peu changé ça, quand on a sorti surtout un produit phare qui a été la Polabox à l'époque, qui était une boîte de 30 tirages sur un format rétro qui rappelait un peu les Polaroid des années 70. Ah oui, d'ailleurs, ta boîte s'appelait Polabox. Exactement. La boîte s'appelait Polabox à ce moment-là. Et 2013, on a commencé à sentir que ça frémissait. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on faisait pas mal de chiffre d'affaires. Ça montait, on faisait 20 commandes par jour, puis 30, puis 50. Puis un jour, on a fait 100, on était heureux. Et, voilà. Aujourd'hui, on en fait 12 000, donc ça nous paraît dérisoire. Mais à l'époque, c'était 2013. On a vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Ouais, donc là, tu t'es dit, ok, là. Noël 2013, exactement. Ah oui, évidemment, la fête de fin d'année, Ouais. c'est le moment. C'est un Exactement. moment charnière pour vous. C'est un moment charnière pour nous. On était vraiment prêts pour ce Noël, alors que 2012, on n'était pas enfin, ça marchait pas bien, donc on n'était pas prêts. Et on pensait faire un Noël, je me rappelle, donc on avait dû faire, je crois qu'on avait fait 300 000 euros sur le début d'année. On s'était dit qu'on ferait un Noël peut-être 150 000 euros, on serait content. Et on a refait 300 000 euros juste sur la période de Noël. Et on a eu des problèmes de prod à ce moment-là parce qu'on n'était pas prêts. Enfin, on était 6. On collait les enveloppes nous-mêmes, voilà. Mais ça a été le moment où on s'est dit, ok, il y a un truc. Et après le train, on l'a continué sur 2014. Et donc 2014, qu'est-ce qui se passe? Donc tu dis, ok, ça marche. 2014, c'est l'explosion. Okay. Donc voilà, en gros, donc Noël, c'est le pic de l'activité. On fait 300 000 euros donc sur 15 novembre, 15 décembre. Et on démarre l'année en janvier quasiment sur le même niveau que Noël. Ah ouais. Donc là, on rentre de l'argent vraiment et la boîte accélère et du coup, on commence à recruter tout de suite. On a investi assez tôt dans l'équipe. On voulait plus de devs pour le mobile, enfin, surtout l'équipe technique. On était en pépinière encore à l'époque, à ce moment-là. Mais tu étais break-even, du coup, là, à ce moment-là. On n'était pas break-even comptablement, mais on n'a jamais eu de problème de cash. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a un BFR négatif. C'est la beauté de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui, nous, on encaisse et puis on va imprimer demain et on va payer les imprimeurs. À l'époque, on n'avait pas intégré la production. On va payer les imprimeurs à J+30. Donc, on avait tout le temps du cash et on a financé notre croissance par le BFR. Donc, c'est un truc qui est assez risqué parce que le jour où tu fais plus de croissance, tu peux plus payer tes factures. Mais l'histoire de Cheers est incroyable parce que donc, de 2012 à la série A, mi-2015, on a levé 300 et quelques milliers d'euros et on a fait quasiment 5,5 millions de chiffre d'affaires. Donc on a pu vraiment scaler juste avec le cash de nos clients et on payait les dépenses marketing du mois dernier avec le revenu du mois actuel. Donc 2014, la folie, bon on fait plein d'erreurs, hein, on manque 3 fois la banqueroute parce qu'effectivement on avait envie d'investir en médias et de recruter l'équipe. On lance l'Espagne, on recrute vraiment à gogo, on passe de 5 à 20, 25 je pense cette année-là. Comment tu gères ça? Passer de 20 à 5? Enfin, de 5 à 20, c'est... tu gères pas en fait, ouais. tu fais, ça rentre. On recrutait vraiment pas bien à l'époque. On n'avait pas des process comme aujourd'hui, on n'était pas aussi formés qu'aujourd'hui. On croisait des gens qui nous paraissaient intéressants, on disait j'ai besoin de quelqu'un pour faire des partenariats
eh ben viens, rejoins-nous, tu vas voir, c'est top. Et donc voilà, on était une joyeuse tribu de gens qui s'étaient agrégés comme ça et qui avaient grandi. Et tu penses qu'à refaire, si tu avais davantage formalisé à ce moment-là, ça aurait eu un impact encore plus fort sur ta croissance? Je pense que aujourd'hui, c'était exceptionnel ce qu'on a vécu pendant ces années-là. 2014 jusqu'à la Serie A, c'était une croissance vraiment exceptionnelle. Oui, on aurait pu faire mieux parce qu'ensuite on a connu une crise de croissance qu'on aurait pu éviter ou qu'on aurait pu amoindrir si on avait été un peu meilleur dans la gestion de la croissance. C'est pas facile de gérer la croissance. C'est vraiment pas facile. Quand ça rentre aussi vite et qu'on va doubler de taille tous les ans, et c'est beaucoup de challenges, surtout au niveau des équipes. Et on était super junior, donc on a fait pas mal d'erreurs, mais d'un autre côté, je pense que cette fougue, ça a fait qu'on était vraiment tous à bloc. Ouais, vous étiez efficace. On était efficace, on était à bloc, et puis quand ça rentre, c'est facile. Par contre, quand ça a été plus dur après la Serie A et qu'on a commencé à avoir une petite crise de croissance, là, tu peux plus être. Ouais. On avait une gestion très arrogante de la boîte, je pense, en 2014-2015, c'est-à-dire qu'on faisait pas gaffe à plein de choses. Et ce que je dis, être en grosse croissance, c'est naviguer à marée haute, quoi. C'est pas compliqué, tu passes partout, tu fais des erreurs, mais ça se rattrape. Par contre, décroissance, la mer baisse, et là, il faut être un bon marin, il faut savoir bien naviguer entre les rochers, entre les cailloux, et ça, on l'a appris un peu à nos dépens. Ouais. Donc justement, tu disais donc 2014, vous étiez 20, et Ouais. puis la croissance continue. Ouais, donc 3,6 millions en 2014, 7 millions en 2015, donc ça, c'était la première déception, parce qu'on avait plutôt tablé sur un 9-10. Et t'es passé à combien de... On est passé, on a levé, donc on avait un plan de développement. Et dans le plan de développement, il y avait évidemment la top line qui était à ce niveau-là. Et puis donc il y avait les ressources qui étaient en adéquation avec ça. Donc on s'est dit il nous faut tant de recrutement. Donc on a mis des fixed costs en espérant arriver à ce niveau de top line qu'on n'a pas atteint. Ouais. Donc le plan, je crois que c'était grosso modo de faire 10, 20, 30 à peu près. Et on a fait 7, 9, 15. Ouais. Donc à peu près exactement la moitié. Mais avec le niveau de fixed cost qu'on avait, on savait qu'on tenait pas la route. Donc là, ça a été chaud. Ça a été un moment extrêmement compliqué, début 2016, parce qu'on a mis les fixed costs, donc on termine l'année 2015 à 40-45 personnes. Et on a dû se séparer, pour le coup, d'une quinzaine de personnes en début 2016 parce que ça passait pas. Ouais. On n'a pas fait le chiffre d'affaires qu'on avait visé. Et on a terminé l'année 2016, du coup, à 30, je dirais, 30-35. Ça a été un moment très, très difficile. Donc j'imagine que 2015-2016, c'est le moment où tu t'es dit ok, il faut se concentrer sur l'intérieur, bien analyser ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ouais. Il y a plein de facteurs qui expliquent qu'on s'est planté. On a ouvert le UK, on a recruté pas le bon profil, on a pris des bureaux là-bas, on a investi beaucoup de médias trop tôt, donc ça nous a coûté à peu près 1 million d'euros. Ouais. Pas de perte sèche, mais c'est pas passé grand-chose. On a changé de nom en 2015, on était Polabox, on est devenu Cheers, on a dû le faire très très vite. Ça nous a coûté quelques gros problèmes. Ah ouais? Ouais, on a eu des problèmes. Déjà, il y a un peu une perte d'image qui est compliquée à gérer. Il y a des gens qui se retrouvent pas dans la nouvelle marque parce qu'ils s'aimaient bien Polabox. Voilà. Et t'as fait tout un travail de branding autour du nouveau nom, du coup? On a fait, mais on a fait vite. Je me rappelle, avec les équipes de l'époque, on s'est dit, on avait préparé le nom, on avait préparé le logo, mais on n'avait pas vraiment préparé le plan de changement. Et à un moment donné, on a eu des problèmes juridiques avec le nom et on a dû changer très vite et on a dû activer extrêmement rapidement le switch. Des problèmes juridiques avec un nom si. Ouais, la marque Polaroid en fait était ennuyée qu'on utilise Polabox, ils trouvaient que c'était trop proche d'eux et donc ils nous l'ont fait savoir et donc on a dû changer rapidement. Okay. Et on était plusieurs dans ce cas-là. À l'époque, il y avait Polabox, il y avait Polagram, il y avait d'autres, il y avait Polaprint, enfin voilà, il y en a d'autres. Et donc on a dû changer et on a changé super vite. Et donc sans expérience, on a fait ça un peu à la one again et c'était pas idéal. Et l'autre grosse erreur qu'on a faite, mais ça on peut pas savoir, c'est que on a changé le nom de domaine. Donc on a acheté le nom de domaine cheers.com. Même si on est une app, on a aussi un site qui nous rapporte à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. De toute façon, ça nous référencement, mais pour l'app, ça reste. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir un site. Notre site mobile nous draine pas mal de downloads pour l'app. Et puis, à ce moment-là, on avait un site qui était assez bien référencé avec l'ancien nom et cheers.com se lance. Perte totale de SEO
plus de trafic sur le site et on perd à peu près 150 000 € de revenus par mois à ce moment-là. Ah ouais. On fait venir des experts, des agences. On avait pris une agence pour faire la redirection bien. Évidemment, on les a insultés, on leur a dit qu'ils avaient mal travaillé, que c'était des branquignoles, etc. Et puis ils comprenaient pas parce qu'ils disaient bah non mais on a tout fait bien, on comprend pas. Et puis on voyait qu'on remontait pas, on remontait pas. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 6 mois, c'est une histoire incroyable, que Cheers.com dans les années 2000 c'était un site de cul, un site porno aux États-Unis. C'était un site qui mettait des cheerleaders dénudés. Et donc il avait un black score de Google. Il était le pouvoir SEO du site, le poids SEO du site était minoré. Et il n'y a rien à faire dans ces cas-là. On peut rien faire, nous. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il y a un mec aux États-Unis qui a accès à cette base de sites blacklistés et qui peut l'enlever et enlever la pondération négative qu'il y a sur ton SEO. Et comment tu fais quand tu t'appelles les équipes Google. Ils savaient pas trop comment réagir face à ça parce que eux-mêmes les équipes Google France étaient un peu pris au dépourvu. Et en fait, il y a un formulaire Google sur lequel on a fait une demande et ils nous ont répondu hyper vite et ils ont compris et ils ont débloqué et ça y est, le site est reparti. Wow. Donc tu vois, c'est toutes ces petites erreurs mis bout à bout qui a fait que on a un peu tiré la langue, on n'est pas arrivé au niveau escompté, on n'a pas pu investir le budget média qu'on devait investir, donc on n'a pas réussi à faire la croissance. C'est vrai que 6 mois avec un mobile marketing, pour toi, ça a quand même c'est énorme. Et puis à côté, tu mets des coûts parce que donc tu as staffé ton équipe, on paye des agences SEO, on a pris les pompes du SEO qui s'y sont venus. C'est le 5e ou 6e mec, c'est lui qui a fini par comprendre qu'il y avait un problème de blacklistage, quoi. Et voilà. Et après, on est reparti. Et voilà. On a fait un autre gros changement stratégique 2015-2016, quand on a vu qu'on n'allait pas chercher la croissance. C'est qu'à l'époque, on était assez concentré sur les femmes de 25 ans. On avait cette image un peu jeune et donc on vendait des petits produits pas chers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de valeur sur notre marché à aller premiumiser la marque et à aller se concentrer sur les femmes de 30, 40 ans qui commencent à avoir des enfants, des vies de famille. Enfin, on a des enfants avant, mais en tout cas sur les jeunes mamans. Et que c'était des paniers plus intéressants avec des produits. Ah donc c'est vraiment l'acheteur type chez toi, c'est une femme. Femme 25-40. Okay. Qui commence à s'installer dans la vie, à faire des enfants et à créer un patrimoine émotionnel de sa vie de famille. Okay. Voilà. Quand on a 20 ans, on est plutôt tourné vers le futur entièrement à 100%. Quand on commence à s'installer, à avoir des enfants, on commence à regarder un peu pas dans le rétro, mais on regarde un peu aussi, on regarde un peu dans son rétro, ce qu'on a vécu, et on a envie de construire le patrimoine émotionnel de sa famille, et c'est là où nous on arrive. D'accord, c'est super intéressant. Voilà. Notre idée en fait, c'est de capter tous les gens qui vont rentrer sur le marché de l'impression de photo aujourd'hui. Et comment on est arrivé à avoir un persona aussi précis? On a beaucoup bossé les personas, on fait beaucoup de focus group chez Cheers, on a fait un workshop persona pendant quasiment un an et demi ici, avec des questionnaires à des clients, comprendre quelles étaient leurs motivations dans l'impression de photo. Donc on en est arrivé à des personas assez clairement identifiés. C'est pas difficile en fait aussi d'arriver à toucher pour avoir des enquêtes et Non, c'est super simple. Nous on a la chance d'avoir une communauté assez engagée autour de Cheers. Okay. On a des réseaux sociaux qui sont puissants, on doit être à 550 000 personnes sur Facebook et 350 sur Insta. Donc ça nous permet d'activer assez vite ce genre de questionnaire. On a une base de 2,5 millions de clients aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est des gens qu'on touche en CRM et à qui on peut demander de répondre à nos enquêtes. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de data et donc d'identifier les personas. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est qu'une fois qu'on a bien identifié les personas, c'est là où aujourd'hui on a encore une grosse marge de progression. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à le faire d'ailleurs, mais ça m'intéresserait s'il y en a qui ont réussi à faire ça, qui regardent la vidéo, qui m'appellent. Si vous avez réussi à mettre en place des funnels d'acquisition, des parcours clients dédiés à chaque persona sur votre appli ou sur votre site, ça c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire. Donc, on a des personas identifiés qui ont des motivations différentes pour l'impression de photo. Il y a des gens chez nous qui vont vouloir que ça aille très très vite pour faire un cadeau simple. Il y a des gens qui vont avoir envie de passer du temps pour construire des souvenirs de la famille et c'est pas exactement pareil. Donc on pourrait imaginer des parcours différents, présentations de gamme différentes, des publicités différentes, mais on a du mal à mettre ça en place concrètement. Ça me fait penser à Uber Eats qui a la même logique dans les restaurants où tu peux soit prendre ton burger et le configurer, se prendre dedans, ou alors prendre le pack, le burger déjà fait et tu as déjà la boisson. Ok, je connaissais pas. Ouais, c'est justement hier j'ai commandé via Uber Eats et je me dis c'est intéressant parce que du coup ils proposent
as des sections en disant tu veux le customiser et faire toi-même, ou alors tu prends une offre de Ok. standard, tu cliques sur l'offre standard et là Ouais, mais donc ils te proposent les deux parcours. Ouais. Alors qu'ils pourraient savoir qui t'es et te proposer le bon Ouais, je parcours. pense que je je suis. suis pas un assez bon consommateur pour C'est pas encore défini. mais j'imagine qu'après, pour une fois que tu retiennes les 2 mois d'habitude d'achat, tu sais le faire plus facilement. Maintenant, le challenge, j'imagine, dans ton cas aussi, c'est le repeat business. Est-ce que tu arrives à fidéliser ton audience? Ouais, alors c'est le gros enjeu de notre marché, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à ces niveaux de chiffre d'affaires parce qu'on a un très très bon repeat business, parce qu'on a investi énormément sur la qualité de l'expérience. Ce qu'on a toujours voulu faire avec Cheers depuis le début, c'est le développement d'une marque. Et le développement d'une marque, c'est le développement d'une expérience qui soit forte. C'est un marché, l'impression de photo, qui a été drivé par du prix depuis les années 2000. Ouais, tout à fait, ouais. C'est que toutes les plateformes web qui ont existé sont des hypermarchés de la photo qui ont 600 références et qui balancent que du prix. C'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'ils ont laissé entendre au marché que la photo ça pouvait être gratuit ou que ça devait être discounté à des 70, 80, 90%. C'est pas vrai, la photo, en tout cas quand nous, la qualité qu'on fait, ça coûte cher, il y a des bains d'argent dans lesquels passe le papier pour révéler les couleurs, il y a 50 personnes à l'usine qui travaillent tous les jours, enfin, c'est des coûts quand même d'imprimer des photos et ils ont un peu cassé cette image. Et du coup, tout notre travail, nous, ça a été de redonner un peu de la valeur au marché en montrant que ça pouvait être un vrai plaisir d'imprimer ces photos. Un constat qu'on fait sur le marché quand on arrive et qui a fait que Cheers a connu une très forte croissance, le produit photo, tout le monde aime le regarder. Si je te mets un album photo de tes vacances devant toi, tu vas aimer le regarder. Personne n'aime le faire. Oui, ça c'est clair. Ouais. C'est le pays. Voilà, parce qu'on pense que c'est chiant, que c'est long, que c'est fastidieux, on sait pas, il y a plein de choix, il y a 10 tailles, 40 formats, des papiers, etc. Et ça, on a voulu le casser tout de suite en se disant, en fait, on va créer l'expérience d'impression de photo la plus waouh possible. J'arrive sur l'appli, je choisis des photos, on m'aide à choisir mes photos, on m'aide à la mise en page de mon album, ça va vite, c'est simple, et puis je reçois un produit nickel, une expérience d'unboxing, de livraison impeccable. Si j'ai un sujet, j'ai un service client aux petits soins qui me répond, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui fait qu'on a une très très grosse fidélité de notre base aujourd'hui. Ouais, super. Et c'est la clé parce que Cheers ne gagne pas d'argent sur la première commande. D'accord. Quand un client commande pour la première fois, on ne gagne pas d'argent. C'est à partir du moment où le client recommande que là, on gagne de l'argent. Parce que les coûts marketing sont quand même importants. Alors, B2C, tu peux pas avoir d'acquisition commerciale. Exactement. Ok. Si on se replonge un petit peu dans l'organisation, tu as dit forte croissance, passer à 20, puis 50. Comment ça se passe en interne? Parce que 20, c'est encore gérable, tout le monde se connaît, et globalement, tu as des profils en qui sont tous un peu touche à tout, et ça va. 50, ça devient déjà costaud. En plus de ça, tu as dit, il y a un peu cette crise en interne, cette croissance qui ne se passe pas aussi bien que prévu. Comment ça se passe en interne? Donc, effectivement, il y a différentes phases. 20, 50, aujourd'hui on est 150. Tout le monde se connaît encore. Voilà, on est une boîte assez humaine et assez conviviale, on fait beaucoup de choses ensemble, donc les gens se connaissent à peu près tous. Comment on gère? Ça a été compliqué. Honnêtement, la gestion RH, ça a été très très compliqué. Et le truc le plus compliqué, je trouve, ça a été de scaler la culture de la boîte. J'entends dans la question que tu poses, je vois où tu veux en venir, c'est qu'à 20, il y a une culture un peu tacite qui se crée. Déjà, il y a une relation qui est très proche entre les gens et surtout avec les fondeurs, et nous, on arrive assez bien à expliquer notre culture. La vraie difficulté qu'a connue, une des autres raisons de la crise de croissance, quand on fait la levée, on change de nom, on recrute pas mal de gens, on change de bureau aussi, donc on passe de petits bureaux à Strasbourg-Saint-Denis, de 100 mètres carrés, on passe à 500 mètres carrés. Non, encore avant. Et donc là, il y a des nouveaux bureaux, un nouveau nom, des nouvelles têtes. Et en fait, si ta culture, elle n'est pas ultra explicite, avec des règles, des choses très claires, très cadrées, là, nous, ça n'a pas pris. Les choses étaient trop faites de manière naturelle. On n'avait pas pris le temps d'écrire des choses, de documenter, d'avoir des réunions, on n'avait pas de rituel très fort. On n'avait pas de RH, ni de DAF à l'époque. Donc c'était compliqué. Et on a eu des petits problèmes, je pense, de culture à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens de la première vague 2012-2015 qui sont partis à ce moment-là. Okay. Ce qui est totalement normal.
quand je parle avec tous les entrepreneurs qui ont des boîtes qui ont 7-8 ans aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas les gens qui font ta boîte de 0 à 3 ans qui font ta boîte de 3 à 10 ans. Il y en a peut-être qui y arrivent, mais c'est pas possible en fait. De 0 à 3 ans, il y a une effervescence incroyable. Comme je disais, toute la culture est tacite, il y a un rapport au fondeur qui est très fort. Les équipes sont vachement réunies. Enfin, à l'époque, on vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Puis ça grandit. Il y a des middle managers qui arrivent. Il y a de la distance qui se met entre les uns et les autres. Les gens se reconnaissent plus dans le projet. Le projet grandit, se structure. Voilà. Et ouais, les fonctions changent. Hein. Des interviews que j'ai eues en post-partin hier, ils disent tous la même chose. C'est que quand tu es en seed et jusqu'à ta série A, globalement, tout le monde fait tout. Tu as une grande polyvalence et le scope des fonctions de chacun est vraiment très large. Le problème, c'est que si tu veux croître, il faut que les gens commencent à se spécialiser et donc tu les forces à dire ok, bon, maintenant tu vas faire la moitié ou le quart de ce que tu faisais et tu vas le faire à fond. Ouais. Parce qu'en plus, il n'y a plus vraiment de place pour beaucoup de généralistes. Exactement. Ton équipe dirigeante va rester généraliste, mais les autres, il faut qu'ils soient spécialisés. Et ça, c'est un moment très difficile pour les founders parce qu'ils doivent, s'ils n'ont pas bien anticipé, c'est difficile à l'accompagner. Et pour les personnes qui le vivent, parce que ça les renvoie à est-ce que j'aime mon job, est-ce que j'aime ce qu'on me demande de faire, et est-ce que je crois au problème. Yes, il y a un autre problème qui est fondamental, je pense aussi, qui fait que les gens s'en vont. C'est un peu le plafond de compétences à un moment donné. L'humain, il a une croissance organique. On ne peut pas croître. En général, notre croissance, elle est assez linéaire. Voilà, on ne peut pas apprendre une langue en un jour, on peut pas lire un bouquin en 1 heure, enfin un gros bouquin. On n'a pas cette capacité-là et on a un cycle d'apprentissage qui est très linéaire. Or, les startups, en tout cas, c'est le thème de ce dont on parle aujourd'hui, de la croissance. Les startups ont parfois des croissances exponentielles. Ce qui fait que, en très peu de temps, en 2-3 mois, tu peux être très bon dans ce que tu fais. Et en fait, en 2-3 mois, la taille de la boîte a tellement grossi et les problématiques sont devenues tellement importantes que tu n'as pas pu les appréhender. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, on est CTO d'une petite boîte où il y a 3-4 développeurs, que ça se passe bien, il y a une bonne gestion. Si demain, il faut rentrer 100 développeurs parce qu'on fait une levée et qu'on a un plan de déploiement, le CTO, il va avoir un problème. Ouais. Soit il est exceptionnel, et en fait, il a déjà ça en lui, il a déjà appris. S'il ne l'a jamais fait, il peut pas en 2 mois être le CTO de 120 devs avec toutes les problématiques d'architecture et d'équipe que ça comporte. Et donc souvent, on arrive au plafond de compétences. Et il y a des boîtes qui sont très fortes là-dedans, que je connais, qui arrivent à expliciter ça et donc à faire venir des gens par-dessus très bien. Et nous, c'est un truc qu'on a mal fait, c'est que les gens avaient envie de monter avec la boîte. Donc voilà, si je suis chef de produit chez Cheers en 2015, que je veux devenir VP Product et CPO, or, c'est pas que les gens sont mauvais, c'est que leur rythme de croissance, il est organique et que la boîte, elle avait une croissance exponentielle et que du coup, on dit, on va recruter un VP, on va recruter un CPO. C'est non mais je comprends pas, moi je le fais depuis X temps, pourquoi c'est pas moi? Et donc ils s'en vont et il peut y avoir de l'incompréhension à ce moment-là. Et nous c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est dommage, mais bon c'est la loi naturelle des entreprises à croissance. Et comment tu gères dans ces moments charnières le partage de connaissances et le transfert de connaissances? Et en 2015 aussi, ma femme travaillait chez Doctolib et aussi une grosse start-up. En termes de croissance, je pense que c'est. C'est licorne, je crois. Oui, je crois. Mais c'est une croissance dingue, vraiment dingue. Et donc, ils avaient déjà, ils sont lancés après nous, mais ils avaient déjà une équipe staffée avec des RH, etc. Et elle m'avait partagé le fait qu'ils avaient une documentation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé. C'est ça la clé aujourd'hui pour nous, c'est que la boîte, elle va changer, il y a beaucoup de départs, il y a le learning. En 2015, toute la connaissance des choses qui font cette boîte sont dans la tête des gens. Uniquement dans la tête des gens. Donc si demain quelqu'un part, tous les process qu'il avait avec l'équipe, il n'y a que lui qui le sait et c'est compliqué. Surtout s'il part vite, qu'on n'a pas le temps de remplacer. Et c'est, à un moment donné, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, mais c'est hyper risqué. Et donc, j'ai pris mon ordinateur, je me suis mis dans une salle et je me suis mis en tête d'écrire toute la documentation de la boîte. C'est un gros challenge. Je me rappelle bien parce que
Aurélien, donc mon associé, se moquait de moi à l'époque en disant t'as pas autre chose à foutre que d'écrire des pages que personne va lire sur Word. Mais j'étais assez stressé de ça et je voulais à tout prix qu'on explicite ce qui se passait dans la boîte. Et donc j'ai tout écrit. Donc j'ai commencé par tout écrire. À un moment, face au truc, j'ai demandé aux gens s'ils pouvaient eux-mêmes écrire leur process, les choses, comment fonctionnait aujourd'hui. Donc ça allait d'écrire toutes les équipes de la boîte, quels étaient leurs rôles spécifiques, qui fait quoi demander à qui aussi. Si j'ai une question sur ça, qui aller voir, voilà. Et puis nous on a une Dropbox, on travaille avec Dropbox pour les fiches de la boîte, et puis on a commencé à remplir une documentation avec. Donc, tout ça, t'as mis dans Dropbox. Tout ça j'ai mis dans Dropbox, un fichier partagé automatiquement avec toutes les équipes. Donc dès qu'il y a un nouveau qui arrive, il a accès à toute la documentation. Il peut tout lire. Donc tu as l'histoire de Cheers, les valeurs de la marque, comment on est organisé, les équipes, qui est responsable de quoi, et puis ensuite t'as plein d'explications métier par métier. On a même fait des fiches sur c'est quoi l'impression de photo, c'est quoi les techniques, comment ça marche. Voilà, et donc on peut se nourrir assez vite. Et en fait, je pense que c'est super important pour la culture de la boîte. Ça fait un partage de connaissances très rapide. Et depuis, on l'a développé. Donc après, il y a des gens qui ont... évidemment, tout le monde a fini par se dire que c'était important et on a mis le cœur à l'ouvrage. On en a fait un site. Donc on a une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Uncle Cheers. Quand je suis nouveau chez Cheers, je vais sur Uncle Cheers et là, j'ai beaucoup d'infos sur la boîte. C'est une plateforme custom que vous avez faite? C'est un Google site. Ah ouais. Ouais, qu'on a pris et en fait les documents qu'on avait écrits, on a commencé à les uploader dessus, puis on a fait un design, puis on a une personne dans notre équipe RH qui s'est dit tiens on peut aller plus loin et donc maintenant on a une vraie plateforme qui est utilisée où j'ai un maximum d'infos quand j'arrive, qui fait que je suis pas perdu et j'ai un onboarding assez rapide. Ouais. Et il y a une personne qui est maintenant responsable. Ouais. Personne dans l'équipe RH qui met à jour des news. Donc il y a les news du mois, les vidéos. Cette interview, je pense quand elle sera publiée, sera sur Uncle Cheers. Ça permet de partager de l'info en interne. Et comment font les personnes individuellement pour contribuer? Elles doivent passer par cette personne ou elles peuvent le faire elles-mêmes? Alors, les personnes ne contribuent pas trop. C'est vraiment la team RH aujourd'hui qui a la main sur le contenu. Mais si par exemple, il y a des présentations... donc nous, on fait un Kickstarter tous les lundis matins avec la boîte à 9h30. Donc c'est un moyen aussi de partager beaucoup d'informations sur plutôt l'état actuel du business. C'est pas des grands points stratégiques, c'est OK, où est-ce qu'on en est par rapport au plan? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'il y a des grosses infos cette semaine? Donc ça, c'est une presse tous ensemble. Elle se retrouve sur Uncle Cheers, donc c'est eux qui la mettent. Quand il y a des présentations sur des innovations produits, elle se retrouve dessus. Donc si j'ai raté le point, je peux aller sur la plateforme et retrouver la présentation. Et donc là, c'est le responsable produit qui envoie. Exactement. Et c'est quoi donc tu as Uncle Cheers, c'est vachement sympa comme branding. Donc là, c'est votre intranet, maintenant, où les informations sont mises, et base de partage de connaissances. Là, vous avez fait le merge des deux. Vous avez quoi d'autre comme outils qui sont transverses à toute la boîte? Bon, après, on a des outils classiques, hein, Slack, toute la stack d'outils RH comme ça. Enfin, nos deux outils de partage de connaissances sont Dropbox, Slack. Ça, vous utilisez encore Dropbox? Ouais. Et comment tu fais la distinction entre Dropbox et Uncle Cheers? Dropbox, c'est tous les fichiers de tout le monde. C'est-à-dire que dès que quelqu'un travaille sur des choses, ça va dans la Dropbox, on a des fichiers communs, toute l'équipe marketing a un fichier, toute l'équipe produit a un fichier, les opérations, on peut tout retrouver, les contrats, voilà. T'as pas trop peur par rapport aux failles de sécurité, etc. Bah si, forcément, mais c'est là où la culture prend le dessus et attaque extérieure, ça me fait pas peur, je pense que Dropbox est relativement sécurisé. Est-ce qu'il y a des gens en interne qui pourraient prendre des informations, les partager? C'est possible, mais je pense que ça c'est toujours vrai dans n'importe quelle boîte et aujourd'hui on est tous suffisamment soudés autour du projet de Cheers je pense que ça n'arrive pas. Ouais. Non, j'ai pas d'inquiétude face à Dropbox aujourd'hui. Peut-être que je devrais me poser des questions, mais honnêtement j'ai pas trop peur de failles de sécurité dans Dropbox. Alors, ouais, je sais que c'est l'outil qui est un peu blacklisté de tous les comptes chez nous. Ah ouais? C'est Dropbox, c'est un peu le mal, mais il y a eu beaucoup de failles de sécurité historiquement, et du coup, ils essaient de se battre pour s'assurer que ce ne soit jamais utilisé. Mais je m'en sais. Ouais, c'est un. J'ai changé. Pas du tout rassurant cette histoire. Non, après, bon, les grands comptes sont toujours un peu plus data et security freak que d'autres. Je pense voir si c'est pas crié trop vite, mais de souvenir, effectivement, c'est pas la place la plus safe. Ok, je sais pas. Mais non, c'est intéressant, mais toi, c'est vraiment aux alentours des 50 personnes.
tu t'es dit, Ouais. wow, il faut documenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je me suis jamais fait le lien avec le nombre de personnes, mais effectivement, on était à peu près ce nombre-là. C'est à un moment donné où je me suis dit que le projet prenait de l'ampleur et que si on voulait scaler, si vraiment on voulait scaler, si on voulait scaler la culture, si on voulait scaler la connaissance, euh, Aurélien et moi, on pouvait plus tirer tout le monde comme on l'a fait dans les premières années, en partageant tout ce qu'on savait, tout ce qu'on voulait faire oralement. Enfin, quand on est 7 ou 8 dans le même bureau et qu'on se parle toute la journée, il y a un nombre d'informations tacites qui circulent qui sont incroyables et qui permettent aux collaborateurs de parfaitement savoir ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Et le jour où ça grandit et que tout d'un coup, on a 500 mètres carrés de bureau, en plus on était sur 2 étages, qu'il y a des gens qui arrivent, moi je pouvais mettre peut-être 2 ou 3 jours avant d'avoir le premier contact avec eux, de leur parler, et puis j'en aurais beaucoup moins surtout que si jamais ils étaient venus un an avant dans le plus petit bureau. Il faut des éléments pour que ça grandisse et que ces gens-là puissent très très vite comprendre ce qu'est Cheers et quelle est leur place ici et comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, si on veut scaler, on ne pourra pas passer du temps avec chacun, il faut absolument qu'on ait un élément qui permette de partager beaucoup d'informations et de permettre de comprendre quel est vraiment le sens du projet. Ouais, et c'est très important, très intéressant ce que tu dis. Par exemple, Helium, on a vécu un peu la même chose pour la culture. On s'est retrouvé à un moment où il y avait plus de nouveaux que d'anciens. Suite à la vague de recrutement post-série. Et ça, c'est super dangereux en termes de culture parce que pour peu qu'elle soit trop portée sur l'oral, etc., tu sais plus contrôler. Ce sont des nouveaux qui transforment tout et qui imposent leur parole. Exactement. Bah, nous, c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, on a recruté des gens. Enfin, on a beaucoup recruté, mais on a recruté des gens en termes de culture, mais ça n'allait pas du tout avec qui on était. Et enfin, ça, c'est des trucs tu les payes très cher. Ouais. Tu vois, les gens un peu poison dans ta boîte, tu peux mettre du temps à les déceler, et surtout quand c'est cette phase post-levée où tu as beaucoup recruté. Donc, tu n'as pas envie de perdre du temps à changer. Donc, enfin, nous, on n'a pas trop fait gaffe. Et en fait, il y a un nouveau climat qui s'installe. Il y a un moment donné, ça aussi, c'est un moment très parlant, 2015-2016, il y a un moment donné où je n'étais pas du tout satisfait de la culture de la boîte qu'on avait. Il y a un truc qui s'était installé, je ne savais pas pourquoi, ça ne me correspondait pas du tout. Et j'étais pas du tout heureux du coup de bosser dans cette boîte avec cette culture. Et c'était hyper compliqué à changer. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Et on s'en rend pas compte parce que c'est un petit changement à gauche ou à droite, c'est 2 personnes, 3 personnes, et puis au final, tu connais plus. Ouais, il y a un climat de défiance qui s'installe. Il y a des groupes, il y a des gossips, il y avait enfin, ouais, il y a une taille où ça devient compliqué. Et l'autre gros problème qui est souvent perçu, c'est de réinventer la roue. Parce que si tu ne documentes pas, si tu n'as pas un endroit où tu peux avoir les fails, les succès, et bah, tu as des nouveaux qui arrivent, bah, ils répètent juste les mêmes erreurs, et ça, autant c'est bien parce qu'ils doivent apprendre, ils doivent faire le professeur, tu ne peux pas tout le temps leur dire non mais ça on l'a déjà fait, c'est pas bon, mais le problème c'est que ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui notre plateforme elle est pas mal. On a 2 éléments importants, on a cette plateforme, je te disais, et un truc dont on n'a pas parlé, c'est la Cheers Academy. Ok. Donc, tous les trimestres, on fait une Cheers Academy pour tous les nouveaux. Donc on peut l'avoir si on vient d'arriver, sinon ça peut être 6 semaines qu'on est là, mais néanmoins on a la Cheers Academy une fois par trimestre. Et là on passe en revue toute l'histoire de Cheers. Toute l'histoire. C'est ton onboarding. Ouais, ça dure 3 jours. Donc, il faut aussi accepter que les gens ne travaillent pas pendant 3 jours, mais bon, nous, c'est tellement bénéfique qu'on ne se pose pas la question. Et donc, on va leur donner la vision globale, on va leur raconter tout le projet, toutes les erreurs qu'on a faites, tout ce dont on vient de se parler, ils vont en être informés. La jeunesse du projet, pourquoi on existe, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a finalement marché. Voilà. Et puis, chaque équipe va venir présenter ce qu'elle fait. Chaque COMEX member va venir présenter un peu ce que fait son équipe. Et ils vont aller à la factory, ils vont s'occuper des commandes des clients eux-mêmes pendant une journée, ils vont passer une journée avec le SAV. Et voilà, c'est un élément hyper important aussi pour rentrer vite dans la culture Cheers. Parce que comme tu disais, vous avez propre unité de production. On a notre propre usine aujourd'hui, exactement, qui est en Île-de-France. C'est génial. Ça a été un gros challenge. C'est vraiment de business, non parce qu'il y a une partie où tu fais du software, où tu as des consommateurs, et de l'autre côté, tu dois gérer une usine. Ouais, donc nous, on est une boîte, y a pas plus, enfin, nous, on est une boîte market tech, quoi. Ouais. Et puis,
On est devenu une boîte industrielle il y a 2 ans maintenant. C'est génial. C'est génial. Alors c'est plein de challenges, c'est plein de problèmes, c'est plein de complexités, mais on a une équipe à la Factory qui est exceptionnelle. Ils sont géniaux, ils sont à fond dans le projet et ils nous aident énormément à apprendre. Ils acceptent qu'on apprenne en faisant. Donc tout n'est pas parfait, mais c'est en train de s'améliorer et c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de travail aussi, mais c'est vraiment top. Et en termes de culture, ça a été un vrai défi parce que c'est pas forcément non plus les mêmes types de personnes qui travaillent dans les autres sociétés. Ils sont pas dans les bureaux et c'est un vrai challenge de réussir à créer une culture commune. Et comment tu fais ça? On fait pas mal d'événements à la Facto où on va tous. Dès qu'on fait des points ici, on invite évidemment toute la team de la Facto à venir. En fait, le truc le plus simple à faire, quoi. On traite tout le monde de la même manière et on fait pas de différence. Nous, en tant que founder avec tout le Comex, on est tous des cheersers et en fait, ça se ressent. Et rien que ça, en fait, il y a la culture des deux bureaux d'éteint, quoi. Ouais. Beaucoup. Ok. Je pense que ce genre de truc, ça vient du haut. On fait plein d'événements, etc. Mais Nous, tout le monde est un chaleur. De toute façon, la culture, ça reste toujours top-down. Ouais. Après, il faut trouver un accord. Et évidemment, c'est toutes tes équipes qui créent la culture, comme tu l'as dit. Hein. C'est exactement ce qui se passe si tu recrutes beaucoup trop et que tu n'as pas une culture qui est assez forte parce qu'il influence beaucoup trop. Il faut toujours arriver à trouver un compromis. Et au fur et à mesure, elle se cristallise avec la croissance. Mais si ton Comex n'était pas porteur de cette culture, ça ne marche pas. ouais. Ça aussi, ça a été on n'en a pas parlé, mais ça a été un énorme levier, enfin, ça a été pas un levier, mais un élément fondamental pour nous. C'est le recrutement de notre Comex. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Comme tu dis, si eux-mêmes n'arrivent pas à apporter cette culture, et ça ne marchera jamais. Et je pense que c'est un truc qu'on a bien fait. On a un Comex aujourd'hui avec lesquels culturellement ça fit très bien avec le projet. Et de manière naturelle, ils sont vraiment porteurs des valeurs que Cheers a. Ouais. Et ça aussi, c'est un élément important pour le scale de la boîte. Parce que du coup, ils recrutent mieux dans leurs équipes. Enfin, ils recrutent les bonnes personnes par rapport au projet. Et ça nous permet de faire moins d'erreurs. Ouais. Aujourd'hui, on sait chez Cheers que la culture, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est au-dessus de la stratégie, c'est au-dessus de tout. Si tu peux avoir un super projet, si tu n'as pas une bonne culture de boîte, tu n'y arriveras pas. Et à l'inverse, tu peux avoir un projet pas génial, mais si tu as une culture de boîte géniale, tu peux y arriver. Et quand on parlait justement un peu des évolutions, on a dit voilà, le rythme d'une startup est toujours quand même drivé par les levées de fonds et les étapes de croissance. Quand tu es en seed, tu l'as dit, justement, il y avait un peu ce questionnement de market fit et puis peut-être dans le guidon, croissance. Et puis à un moment, tu dis, OK, bon là, il faut que je lève de l'argent pour pouvoir arriver à soutenir cette croissance, je ne peux plus le faire moi-même. Là, c'est le moment de ta série A. Tu rentres en contact avec Serena. Comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est long, c'est stressant, ça demande du temps. C'est quoi les plus gros challenges que tu as eu à ce moment-là? Le plus gros challenge que tout le monde va vivre, c'est être capable d'absorber le run de ta boîte parallèlement à développer une stratégie de levée de fonds et le temps que ça prend. Ça prend un temps vraiment énorme. Mais c'est important, ça te permet de te poser bien sur ton BP, sur ta strat, tu es obligé de connaître tous les KPIs de ta boîte à un moment donné, sur le bout des doigts, de tous les analyser, de les cruncher. Donc j'ai envie de dire, c'est pas du temps perdu, parce que ça te fait progresser en tant que dirigeant et voilà. Mais ça, c'est le plus gros challenge. Et après, bon, moi j'ai pas trouvé ça non plus hyper compliqué la levée. On avait une idée claire de ce qu'on voulait faire. Le plus gros enjeu, c'est la formalisation. Ouais, on s'est fait aider par un lever. Ah ouais? Ouais, okay. On s'est fait aider par un lever, donc ça, pour la formalisation, ça nous a pas mal aidé. Mais voilà, je recommande. Pour nous, c'était important à ce moment-là. En fait, je recommande pas particulièrement, ça dépend vraiment des boîtes. Je pense que où t'en es, comment tu gères, est-ce que tu connais déjà un peu ce milieu des fonds, quel cas t'as pas forcément besoin, si tu as un bon réseau,
que tu connais les bons mecs dans les bons fonds, ça peut te faire gagner du temps. Si tu connais rien ni personne, tu sais pas comment ça marche une levée, ça peut aider. Ça peut aider. Nous, on était un peu comme ça. Et je trouve aussi qu'il y a un avant-après la série A, parce qu'il y a tout cet exercice de formalisation qui fait qu'après ça se cristallise et c'est plus la même boîte finalement d'un point de vue organisationnel, je parle. Oui, un avant-après. Nous, la série A, c'était le début des boards, le début de beaucoup de reporting, le début d'un reporting financier qu'on n'avait pas. Mais c'est pas plus mal. Ouais, je pense que c'est mieux aussi. Je pense que c'est vraiment, tu passes de l'artisanat à vraiment avoir, Ouais, exactement. avoir une boîte. Et puis c'est des gens quand même, c'est des gens. Alors le board c'est fondamental, hein, je pense dans une boîte d'avoir des gens. Enfin, ça peut tellement te faire gagner du temps. Ils nous ont aidé à recruter, ils nous ont aidé à structurer. On s'est pu se poser les bonnes questions avec notre board, avec Serena, avec d'autres board members qui étaient là, qu'on avait choisi et avec qui on avait envie de travailler. Et ouais, il y a un avant et il y a un après. Il y a des choses qui changent pour le bien et pour le moins bien. Forcément, il y a une légèreté en moins. Il y a des fonds capital qui sont là pour retourner de l'argent aux gens, enfin à leurs propres investisseurs. Donc ouais, on sait tous quand on fait rentrer un VC, en tout cas si on ne le sait pas, il faut le savoir, qu'il y a une date, 60 mois, dans laquelle la boîte sera en vente. Donc c'est le temps qu'on a pour décoller, ou alors il y aura des refinancements, mais on met le doigt dans un engrenage où la seule sortie possible c'est la revente ou une relevée, ouais, mais pour revendre encore après, enfin voilà. C'est un engrenage et donc ça change un peu la donne. Je veux dire qu'on a quand même de la chance avec Serena, qui n'est pas un fonds traditionnel où ils ont des operating partners. Ça vous a beaucoup aidé pour d'avoir. Nous, on a démarré un On a levé un tout petit peu avant l'équipe operating soit mise en place. Il y avait Alexandra pour toute la com qui nous avait pas mal aidé. Il y avait Charles aussi, le DAF, qui nous a aidé à mettre en place le reporting. Et puis après, c'est venu petit à petit avec toute l'équipe operating qui s'est mise en place et qui nous a pas mal aidé. Oui, je pense que c'est un plus. C'est un plus. J'ai eu pas mal d'entrepreneurs qui étaient inquiets en disant ouais, mais est-ce que ça va pas être de l'ingérence? Et non, c'est pas de l'ingérence, c'est juste enfin, nous, on avait vécu ça vraiment comme un bonus. Ouais. Et justement, la squad, par exemple, et tous les documents de danse qui sont dedans, c'est quelque chose qui t'a aidé. Ouais. Ça nous a aidé. Le côté partage d'informations aussi entre nous, entre les gens, entre les boîtes qui avaient été financées par Serena, ça nous a aidé. Tous les petits workshops dedans, ouais, c'est des infos utiles, c'est des trucs. J'aime bien le côté tu peux piocher quand tu veux et c'était assez bien fait. C'est quoi, t'as un souvenir des documents, des éléments de qui se trouvent dans cette squad qui t'ont particulièrement aidé? Principalement sur le sujet RH, où il y a eu des partages sur les grilles d'évaluation des candidats. Zaina avait uploadé, donc Zaina, c'est la personne qui s'occupe des RH. Et qui vient de Doctolib, si je ne m'abuse. Qui vient de Doctolib, exactement. Et qui avait uploadé toute une série de documents qui pouvaient aider un peu à la gestion RH, donc comment recruter, comment faire ses évaluations. Et c'est des trucs qui nous ont pas mal aidé, ouais. Je pense à ça particulièrement. Et vous faites aussi les OKR? On fait aussi les OKR, ouais. C'est clin d'œil à Serena qui adore les OKR. Ouais. On fait les OKR, mais à la sauce Cheers. Ouais. Donc on n'est pas les puristes des OKR, mais on a mis ça en place il y a un an et demi. On revoit tous les 3 mois. Forcément, on peaufine, mais là on commence à être pas mal. Et il faut les formaliser comment? On a nos propres fiches. Okay. Ouais, on a nos propres fiches. Dans Dropbox, du coup? Ouais, c'est dans Dropbox. On a nos propres fiches et on a le chapeau de l'année, le chapeau du trimestre et ensuite les KR que chaque personne va se fixer par rapport à ses objectifs. Okay. Et tu fais boîte, équipe? Ouais, on fait 3 objectifs par trimestre pour la boîte. Non, pardon, on a les objectifs annuels pour la boîte et 3 objectifs par équipe, okay. par quarter. Ouais. Donc l'équipe market, vos 3 objectifs du quarter, ça va être ça. L'équipe revenu, ça va être ça. L'équipe opération, ça va être ça. Et ensuite, chacun prend ces 3 sujets et va se dire, bah moi, par rapport au sujet 1, voilà les KR quantiques que je vais mettre. Donc je vais atteindre tant de reach sur mon CRM, je vais attendre tant de revenus en Espagne, je vais attendre, voilà. Et là où on twist un peu, c'est que nous, on a beaucoup de rémunération variable chez Cheers. Tout le monde a du variable quasiment. Et le variable est indexé sur les OKR. Ce qui, selon les puristes, n'est pas l'idée, mais en tout cas, on voulait pas avoir 2 sets, genre les objectifs qui activent ton variable et puis les objectifs un peu plus
voilà, on trouvait que ça faisait un peu une lourdeur. Peut-être qu'on y viendra un jour, mais pour l'instant non. Ok, super. Écoute, pour conclure, est-ce que, on a déjà beaucoup parlé, mais quels seraient les conseils que tu donnes à quelqu'un qui. Enfin, il y a une phase dont on n'a pas parlé qui est quand même intéressante, c'est que là, tu as fait un exit. Donc, il y a 80% de la boîte qui n'appartient plus à Cheese. Comment ça s'est passé? Parce que c'est encore un exercice de formalisation et c'est un peu particulier comme procédure. Ça a été, ça s'est super bien passé. En fait, donc fin 2017, on a assaini la boîte après la crise de croissance et on est reparti en croissance. On a des nouveaux economics qui nous laissent penser que ça y est, en fait, Cheers c'est stable et que maintenant c'est parti pour une phase de grosse croissance. Et donc on va avoir des fonds d'investissement à ce moment-là en disant voilà, Serena nous suit, mais il avait envie d'un fonds qui accompagne le tour. On cherchait 15 millions d'euros. Ouais. On fait tout le round. Il y a 2-3 term sheets qui arrivent et en fait en parallèle, ce groupe allemand nous avait contacté. C'est un groupe coté qui s'appelle CEWE Color, qui est le leader dans l'impression de photo en Europe, qui fait CEWE. D'ailleurs, je crois qu'on dit plus Color, c'est CEWE tout court maintenant. Ça, c'était leur nom avant. Et voilà, ils disent qu'ils sont intéressés. On fait un peu on travaille avec eux, puis on allait closer la levée. Et donc on leur dit, bah, par contre, nous, on va pas avoir le temps de trop vous laisser 6 mois pour réfléchir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le capital s'étend. Voilà. Et puis si ça vous va, on y va comme ça. Et puis sinon, on se revoit peut-être dans 5 ans, si vous voulez revenir. Et ils ont été OK, ils ont été motivés par ce qu'on avait à leur proposer. C'est un deal qui est extrêmement complémentaire pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Ça, c'est important. Eux, parce qu'ils n'ont pas d'activité mobile aujourd'hui. Et nous, parce qu'on avait énormément sous-estimé les besoins les capacités de production de notre projet. Là, on va arriver à peu près 50 millions d'euros cette année, un peu moins. Et en fait, quand tu fais ça et que tu fais 40% de ton chiffre d'affaires à Noël, il te faut des capacités de production mais gigantesques. Et donc sur les 15 millions de levée, il y avait au moins 7 ou 8 millions qui allaient devoir partir dans la prod pour prendre des usines, pour staffer, voilà. Et ça, c'est nous a apporté le scaling à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on s'est branché avec leur système de production et aujourd'hui 40 à 50% de la production est faite chez eux. Et l'idée, c'est que demain, notre factory, elle reste à cette taille, elle n'a pas vocation à grandir. Et tout le scale, en fait, ils partent dans les usines du groupe CEWE, qui ont 12 usines en Europe. Voilà. Et donc, en termes de formalisation, ça n'a pas trop changé, puisque on avait déjà un reporting board. Limite, ça s'est un peu soulagé sur la partie finance. Par contre, ce qui a pas mal changé, c'est les discussions au board, qui étaient, on discutait avec des vrais professionnels de notre industrie. Donc on a tout de suite eu des discussions avec eux sur l'usine, le papier, les couleurs, les clients. Là où les discussions de notre ancien board, elles étaient assez stratégie, high level et capitalistique. Il y avait beaucoup de discussions capitalistiques que là on n'a plus du tout. Voilà. L'énorme satisfaction pour Aurélien et moi, c'est que plus de levée, voilà, on a enfin pu vraiment se focus sur le business à 100% et nos clients et nos produits et ça c'est super agréable. Voilà, et le deal se passe super bien, on s'entend très bien avec eux, ils sont... Et ça se fait comment ils ont racheté les parts? Donc ils ont pris 80% de capital, ils ont racheté tous les actionnaires, donc Serena, plus les business angels, plus les fonds, les mecs du début. Voilà, tout ce monde-là. Et nous, il nous reste un peu plus de 10% chacun avec Aurélien. Voilà. Ouais, donc vous êtes encore dans une position assez confortable. Ouais, on est encore dans une position assez confortable. On est aux manettes de la boîte. Je pensais pas que ça allait être aussi bien, en fait. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que c'est vraiment deux choix d'orientation assez différents. Ce qui m'a convaincu, c'est la crise de croissance de 2016 nous a vraiment fait flipper. Ça a été, là on en parle de manière légère, mais ça a été un moment très compliqué pour Aurélien et moi. On n'a pas très bien vécu. On est vivant, on est heureux et tout, mais sur le moment, moi je me levais avec un éléphant sur les épaules tous les matins. C'était compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est on s'est un peu retrouvé au milieu du gué en termes de cash.
on avait du cash pour arriver là, et en fait, un peu plus tôt, on n'avait plus. Et heureusement, Serena, ils ont été exceptionnels dans l'accompagnement à ce moment-là, mais ça aurait pu mal se terminer. On a vraiment frôlé la banqueroute, c'était chaud, voilà. Donc on n'avait pas envie de ça. À un moment donné, si on faisait la levée, il allait nous rester 13-15% du capital chacun, et on n'était pas non plus hyper serein avec ça, on se sentait un peu acculé avec beaucoup de fonds au capital, beaucoup d'exigences de delivery de la part des fonds, et l'image qu'on avait, on se voyait sur le tapis roulant en train de courir, et les fonds qui nous disent plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Nous, dans 5 ans, on doit vendre, donc dépêchez-vous. Et ça voilà, c'était pas forcément la story qu'on avait envie. Le deal financièrement était intéressant, ce qui fait qu'en fait, bon là, d'un point de vue très pragmatique, pour retrouver ce montant en levée, le montant auquel on allait céder la boîte via une levée, ça veut dire que la boîte, il aurait fallu la vendre 150 millions d'euros. C'est pas du tout impossible, et je pense que d'ici 1 an ou 2, elle les vaudra largement. Mais enfin, il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que là, tu as eu, la plupart ont revendu leur part, donc tu as eu aussi une augmentation de capital. Ouais. On a aussi fait une augmentation de capital simultanément à ça, de à peu près 5 ou 8 millions d'euros, ça dépend comment on compte. Donc c'est ça qui fait que tu es descendu à 10%. Ouais, exactement. Non, parce qu'on a fait un peu de cash out aussi, ils ont racheté un peu de nos parts, plus la levée de fonds, donc c'est pour ça qu'on arrive à 10%. Et puis, qu'est-ce que je te disais avec ça? Et cette levée de fonds, enfin nous, ça faisait partie du deal parce qu'on avait encore besoin d'accélérer. Et puis ça change énormément parce que ça te permet de faire des économies d'échelle sur tes lignes de production. Ça te permet Aujourd'hui, ouais, sur le côté prod, on est hyper bien accompagné. Enfin, on peut pas être mieux accompagné en fait. On est accompagné par les stars de l'impression de photos en Europe. Ils gagnent tous les concours de qualité, ils ont 12 usines. Aller dans leurs usines, comment ils nous ont eu, entre guillemets. Parce qu'au début, on n'était pas trop vendeurs, hein. Pleine croissance, on disait, nous, COE, c'était celui qu'on pensait détruire. Ouais. On se disait, en fait, vous êtes desktop, nous, dans 10 ans, tout le monde va imprimer sur le mobile, et c'est nous qui allons peser 600 millions d'euros. Ouais. Et puis, on va là-bas et on voit les usines, le niveau d'usine. Enfin, nous, on se dit, mais notre usine, c'est Bagdad, quoi. C'est le bordel fini. Et là-bas, on arrive toutes les clean. Les gens sont trop heureux de bosser dans l'usine. C'est Disneyland. Ils ont créé des machines pour brancher des machines ensemble pour que le flux de prod soit le plus. Ça streamliné possible. C'est hyper impressionnant, et on comprend qu'il y a nous et il y a eux. Et on voit le chemin et on se dit, bah en fait, si on veut arriver là, c'est des millions d'euros d'investissement dans des usines, et plus le fait qu'on n'y connaît rien. Ouais, ça devient presque un autre business. Mais COE est un industriel. Ouais. Nous, on est une start-up tech qui fait du marketing digital, ouais. qui était en train de devenir un peu industriel, mais pas du tout. Et donc là, on se dit, waouh, en fait. Ok. Et c'est quoi le plan du futur pour vous et votre relation? Parce qu'on peut imaginer qu'au final, ils s'occupent de toute la partie production, et tu reprennes le web plus le mobile. Bah, eux, déjà, ils ont leur site COE et leurs applis COE. Okay. Ils ont d'autres marques dans le groupe. Ils ont une marque qui s'appelle Psoum, qui est une marque allemande. Ok, donc ils ont une logique de diversification des marques. Ouais, des marques et des marchés. Ouais. C'est-à-dire que on a bossé avec eux et on s'est rendu compte que le marché que nous on adressait, c'était pas du tout le même marché qu'eux. Donc c'est extrêmement complémentaire. COE, ils sont plus sur une cible 50 ans et plus. Ouais. J'ai envie de passer beaucoup de temps sur mon logiciel. Il y a des gens qui passent une semaine à faire un album photo. On est retraité, on a du temps, on a fait un voyage. Voilà, ça occupe leur journée, ils font ça. Et d'ailleurs, c'est des beaucoup plus gros paniers moyens que Cheers. C'est des albums qui coûtent 150 €, qui sont magnifiques. Nous, on est sur une cible beaucoup plus jeune, donc on a une grosse complémentarité au niveau des cibles. Et pour le futur, non, nous, on a vocation à garder notre usine, parce que on est beaucoup plus agile et ça nous permet d'avoir pas mal d'innovations produits. On peut faire plein de tests sur des nouveaux magnets, des nouveaux produits que eux, dans leurs 12 usines, c'est quand même une certaine lourdeur. J'imagine bien dans les outils de suivi de production. On n'arrive pas, on ouvre une ligne de prod comme ça chez eux. Exactement. Alors que chez nous, c'est encore faisable vu la taille de l'usine. Donc ça nous permet de faire ça, ça nous permet
d'avoir des commandes extrêmement express. Donc aujourd'hui, tu peux commander en express sur l'application de Cheers. C'est-à-dire que nous, à l'usine, ta commande est quasiment imprimée dans l'heure, elle est partie. Ce qui n'est pas non plus encore possible chez eux. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ce qu'on offre à nos clients leur donne des idées et c'est aussi en train de bouger chez eux pour qu'ils puissent offrir le même niveau de service. Donc là, il y a aussi des synergies à ce niveau-là. Donc nous, on a vocation à quand même se concentrer sur le déploiement mobile France, Espagne, Italie, parce qu'on fait un peu aussi répartir les marchés. Et on leur laisse le marché allemand aujourd'hui et on garde notre usine, mais on s'appuie sur les leurs pour pouvoir scaler la production. Notamment au niveau de l'album photo, qui est le produit phare de Cheers, qui est le produit phare de COE. Ils sont extrêmement performants dans l'album photo, tant en termes de potentiel de quantité, en termes de qualité. Et l'idée, c'est qu'ils puissent nous imprimer un maximum de ce qu'on va prendre en plus. Et pour conclure, est-ce qu'au vu de tout ton historique et des phases un peu tumultueuses par lesquelles tu es passé, ce serait quoi tes recommandations à des boîtes qui sont en train de vivre une croissance et qui potentiellement vont préparer une série A ou sont en train de vivre le petit plafond que tout le monde vit après la série A qui est non, en fait, on pensait avoir un market fit et on l'a peut-être pas. Alors déjà, je pense que si on n'est pas sur ton market fit, il ne faut pas lever. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ça va coûter beaucoup plus cher que ce que ça va rapporter. À un moment, le capital, enfin, pour les fondateurs, c'est notre sang, c'est notre oxygène, c'est ce qui fait que, ce qui nous lie à notre projet de manière assez importante. Enfin, je trouve. Cramer des millions d'euros de capital qui coûtent cher à un fondeur pour chercher son product market fit, je pense que c'est une énorme erreur. Il faut, à un moment, tu mets de l'essence dans ta voiture quand ta voiture, elle roule. Sinon, ça sert à rien. Et après, le conseil, c'est, je pense, que je donnerais le plus important, numéro 1, c'est préparez-vous à scaler la culture de la boîte. Se préparer à scaler la culture de la boîte parce que la culture qui fait tout. Et si on lève, et le truc qui va se passer, c'est qu'on va recruter, qu'on va prendre des bureaux. Il y a beaucoup de marques qui changent de nom en ce moment. Tous ces changements, ça a un impact très fort en fait sur la façon dont les gens en interne bossent. Et si c'est pas hyper bien cadré, préparé et rodé, il y a un risque de dérapage qui est énorme. Ouais, il faut bien dire que c'est la culture, comme tu disais avant, ce sont les rituels, les process. C'est voilà, Cheers, ça fonctionne comme ça. On se voit le matin, on a une réunion, on documente ce genre de choses. C'est comme ça qu'on collabore, c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens. La marque, c'est ça. Ouais. Exactement. Que tout ça, ce soit écrit, que ce soit connu de tous et accepté par tous. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il faut s'en séparer, c'est pas grave. Nous, on ne demande pas aux gens. Moi, ce que je dis souvent, c'est voilà ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas aligné avec ça, nous, ça nous va, hein, aller travailler ailleurs, mais en tout cas, tous les gens ici, on est alignés avec ce qu'on fait. Et ça a mis du temps à se mettre en place, donc on a perdu un temps avec ça, et c'est ce qui a failli nous tuer. En fait. On a rattrapé ça, mais ras les moustaches, et aujourd'hui, on a une culture géniale chez nous, et c'est ce qui explique une grande partie de la croissance qu'on connaît. Okay, super. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant.